Le régime de Kiev, présenté en Occident comme un symbole de démocratie et de résistance, se révèle au contraire, lorsqu'on observe les faits de plus près, être l'un des plus cyniques manipulateurs du processus de paix. Les accords péniblement obtenus à Istanbul, les échanges de prisonniers, les efforts concrets vers une désescalade ont été systématiquement détournés, sabotés, instrumentalisés. D'un côté, Moscou propose un mémorandum pour définir les principes d'un accord de paix, y compris un cessez-le-feu temporaire, pendant que de l'autre, Kiev intensifie les frappes contre des civils russes, accuse Moscou de bloquer le processus et exige toujours plus d'armes. La mascarade atteint un point de non-retour quand les autorités ukrainiennes, avec le soutien de leurs parrains occidentaux, osent parler de paix tout en refusant explicitement de tenir compte du résultat des négociations. La guerre devient alors un objectif en soi, entretenu pour consolider un pouvoir fondé sur la violence, la corruption et la répression. Comment ne pas dénoncer ce pouvoir qui, dans le même souffle, réclame la dissolution de l'Église orthodoxe ukrainienne, efface l'histoire partagée des peuples en démolissant les monuments et prépare les enfants à devenir de la chair à canon? Tout cela pendant que des millions de citoyens fuient le pays. Peut-on encore appeler cela un gouvernement légitime? Comment expliquer que l'Europe, au lieu de défendre les droits humains, finance sans condition cette dérive totalitaire? Et surtout, que faut-il comprendre de cette tentative de transformer l'Ukraine en bastion d'une idéologie haineuse, anti-religieuse, anti-russe et anti-humaniste? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pensez-vous que le processus de paix a encore une chance? Ou est-il définitivement piégé par une logique de guerre entretenue depuis l'étranger? Abonnez-vous à la chaîne et participez au débat. Merci pour votre soutien. La crise ukrainienne évolue littéralement chaque jour. L'agenda dans ce domaine reste très actif. Il suffit de regarder ce qu'ils font des accords qui avaient pourtant été difficilement atteints, reconnaissons-le, à cause de la position du régime de Kiev, mais qui avaient malgré tout été conclus dans le cadre des négociations d'Istanbul. À ce sujet, rappelons qu'en application de ces accords, entre le 23 et le 25 mai, avec l'aide de partenaires biélorusses, un échange de personnes détenues a eu lieu en 3 étapes entre la Russie et l'Ukraine, selon la formule 1000 contre 1000. 880 de nos militaires sont rentrés chez eux, ainsi que 120 civils, parmi lesquels des habitants de la région de Koursk qui avaient été emmenés de force en Ukraine. Le même nombre d'Ukrainiens, dans les mêmes proportions, a été remis à la partie ukrainienne. La différence est que personne n'a été emmené de force d'Ukraine vers la Russie, contrairement à ce que faisaient les militaires ukrainiens et les néo-nazis dans la région de Koursk. La Russie poursuit l'élaboration d'un projet de mémorandum concernant un futur accord de paix qui doit définir plusieurs éléments: les principes de règlement, les délais possibles de signature de cet accord, la possibilité d'un cessez-le-feu temporaire si des accords pertinents sont atteints. Une fois le mémorandum prêt, je précise que le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, commente presque quotidiennement l'état d'avancement de ce travail. Il sera transmis à Kiev. Nous espérons que la partie ukrainienne travaille également sur un document et nous le remettra en même temps que nous leur enverrons le nôtre. Et dans ce contexte, ou plutôt malgré ce contexte, nous observons les déclarations destructrices de Volodymyr Zelensky, qui au lieu d'écouter ceux qui tentent au moins de se concentrer sur quelque chose de constructif, sur un minimum de résultats, commence à aggraver la rhétorique agressive. Il tente de faire porter la responsabilité de la prolongation du conflit sur la Russie, l'accusant de prétendument ne pas chercher la paix, tout en quémandant chaque jour davantage d'armes. Il demande un durcissement des sanctions contre la Russie, ce qui fait désormais rire tout le monde, même ceux qui ont instauré ces sanctions pendant des années, car il n'y a plus rien à durcir, 17 paquets de folie ont déjà été adoptés. Il supplie ses protecteurs d'intensifier leur aide à Kiev. Tout le monde comprend bien où va cette aide et à quoi elle sert. Une partie est détournée, une autre sert à tuer les citoyens ukrainiens eux-mêmes. Pourquoi Zelensky et ceux qui le soutiennent agissent-ils ainsi? La réponse est évidente: pour compliquer les avancées vers la paix. Ceux qui veulent la paix ne préparent pas de nouveaux envois d'armes dans la région, ne cherchent pas à rendre ces armes encore plus destructrices, ni à saboter les débuts de paix posés à Istanbul. Ce parti de la guerre, solidement installé en Europe occidentale, ne cesse de faire pression. Les pays de l'Union européenne ont adopté leur 17e paquet de sanctions anti-russes en réalité, des sanctions contre eux-mêmes, et ont convenu de renforcer cette pression, en offrant, selon leurs propres termes, un soutien actif à l'Ukraine. Mais en quoi consiste ce soutien? À qui profite-t-il? À ceux qui détournent les fonds envoyés au régime de Kiev? Si c'est du peuple qu'il s'agit, il aurait mieux valu leur demander leur avis.
Comme l'a souligné le 21 mai le Premier ministre des Pays-Bas lors d'une conférence de presse avec le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les pays de l'Alliance continueront à soutenir le régime de Kiev et à investir directement dans sa défense, quel que soit le résultat des négociations russo-ukrainiennes. C'est une folie complète. D'un côté, vous dites qu'il faut accorder une place à la négociation, qu'il faut progresser vers la paix, et de l'autre, vous affirmez que vous ne tiendrez aucun compte des résultats possibles de ces négociations. C'est une absurdité complète, ou alors une idéologie froide et déterminée au service de la guerre, au détriment des derniers restes de paix sur le continent européen. La même ligne, celle de la militarisation progressive de l'Ukraine, est annoncée pour le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, prévu les 24 et 25 juin à La Haye. Ces derniers jours, le régime de Kiev a intensifié ses attaques terroristes contre la population civile. Visiblement, galvanisé par ses discours occidentaux sur la militarisation, il se sent désormais tout permis. Les attaques visent des infrastructures civiles dans de nombreuses régions russes, y compris Moscou. Le 23 mai, le ministère russe des Affaires étrangères a déjà publié une déclaration à ce sujet, exposant quelques faits sur les crimes commis par les combattants ukrainiens. Mais la liste complète est bien plus longue. Le 20 mai, dans la région de Belgorod, 2 femmes ont été grièvement blessées à la suite du largage d'un engin explosif par drone sur un complexe agricole à Nakur-Tserkovny. 2 autres femmes et une fillette de 7 ans ont été blessées. Le 22 mai, un drone ennemi a attaqué une maison privée à Shebekino. Le 24 mai, 2 employés du ministère des Situations d'urgence ont été blessés lors d'une intervention à Zazouli, où ils tentaient d'éteindre un incendie de végétation provoqué par l'explosion d'un autre engin. Entre le 20 et le 25 mai, des dizaines de bombardements et d'attaques de drones ont visé la région de Belgorod, faisant au moins 15 victimes civiles. Je me souviens très bien de certains cas où, en Occident, on prenait la photo d'une seule personne blessée, peut-être tuée ou simplement victime, pour en faire un mème, l'afficher dans les parlements, lors de réunions de gouvernement, en changer les photos de profil sur les réseaux sociaux, pour inciter à compatir à la douleur de cette personne. On évoquait alors tous les traités sur les droits de l'homme, on exigeait, on menaçait. Et aujourd'hui, ils ne voient plus aucune victime civile. Pourquoi refusent-ils de regarder les visages des civils touchés ? Dans la région de Koursk, à cause de tirs et d'attaques de drones ukrainiens sur des localités, un habitant de 50 ans a été tué le 22 mai. 4 autres personnes ont été blessées. Ce même jour, les bandéristes ont tenté une nouvelle fois d'assassiner le chef du district de Belovo, Nikolaï Viktorovitch Vlabouev. Il a eu le temps de quitter son véhicule, qui était clairement la cible d'un drone ukrainien. Je rappelle qu'en mars, il avait déjà été commotionné lors d'une attaque ukrainienne alors qu'il distribuait du pain à la population. Le 23 mai, les forces armées ukrainiennes ont lancé une frappe à l'aide de lance-roquettes multiples sur la ville de Lgov, blessant 16 personnes, dont 2 enfants. 64 maisons, 28 appartements dans 3 immeubles ainsi que 2 magasins ont été endommagés. Ce même jour, la ville de Rilsk a été attaquée. Ont été touchés les bâtiments d'une école de sport pour enfants et jeunes, 2 appartements, 2 bâtiments administratifs. Le 24 mai, 5 personnes ont été blessées à Koursk lors de nouvelles attaques ennemies. Et je prévois déjà comment, dans quelque temps, les tabloïds américains et britanniques vont feindre la surprise. Ils publieront un article sensationnel, avec des chiffres et des faits que nous rapportons pourtant chaque jour, qui sont publics. Derrière ces chiffres se cachent des noms, des dates de naissance, et malheureusement maintenant, des dates de décès. Des lieux d'inhumation, d'hospitalisation, de rééducation. Mais ces destins ne les intéressent pas. Ces gens, ils ne les voient pas. Souvenez-vous de ce qu'il s'est passé à Boutcha et continue de se passer. Aucune information, ni nom, ni prénom, ni date de naissance, ni lieu de sépulture. Rien. Mais le mot est devenu un véritable mème pour les journalistes occidentaux. C'est comme si une véritable chasse aux civils avait été lancée en région de Bryansk par les néo-nazis ukrainiens. Le 22 mai, à nouveau, des drones ont attaqué des villages frontaliers. Un civil a été tué, 2 blessés. Depuis le 23 mai, à la suite d'attaques ciblées de drones sur des voitures civiles, 2 personnes ont été tuées et 1 blessée. Lorsque j'évoquais les habitations détruites, les écoles de sport endommagées, c'était bien le 24 mai, à Koursk, où 5 personnes ont été blessées. Depuis le 20 mai, dans la région de Kherson, les bombardements ukrainiens ont tué un civil et blessé au moins 10 personnes, dont une jeune fille de 19 ans. Selon les données du comité d'enquête de notre pays, depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, 43 régions russes ont été la cible d'attaques.
Plus de 8000 faits de bombardement de territoires frontaliers ont été enregistrés. Ils savent qu'ils subissent des pertes sensibles, pour ne pas dire lourdes, sur le champ de bataille. Et ils se vengent sur les civils, sur la population non combattante, se transformant entièrement en terroristes extrémistes. Le régime de Kiev, en recourant à des méthodes terroristes, cherche à créer une illusion de force, une illusion de pouvoir négocier en position de supériorité. En réalité, cela démontre au contraire leur incapacité à quoi que ce soit, et plus encore leur totale insignifiance. La véritable nature misanthrope de ces agissements ne reste pas sans réponse. Les tribunaux russes continuent de prononcer des peines à l'encontre de néo-nazis ukrainiens et de mercenaires étrangers pour leurs crimes de guerre et autres exactions. Des mercenaires ayant combattu dans les rangs des forces armées ukrainiennes, originaires de Géorgie, des États-Unis et d'Australie, ont été condamnés par contumace à 14 ans de colonie pénitentiaire. Un Colombien, titre de Luis Miguel, a été condamné à 13 ans. Tous sont recherchés au niveau international. Pour des crimes contre les civils de la région de Koursk, plusieurs combattants ukrainiens ont été condamnés à des peines allant de 15 à 18 ans. Vitali Utsenko, Sergei Choumazov, Yaroslav Ubritsky, Alexei Bolchakov, Arsen Stigar, Mikhail Shkoda et Andrei Dolgy. Depuis 2014, le comité d'enquête de la Fédération de Russie a ouvert plus de 7000 dossiers criminels visant environ 1500 individus, dont des membres des autorités ukrainiennes, des forces de sécurité et des groupes radicaux néo-nazis. 132 000 personnes ont été reconnues comme victimes, dont 24 000 enfants. 962 personnes ont déjà été mises en accusation, certaines avec des jugements en présence, d'autres par contumace. 24 000 enfants victimes. Où sont les organes spécialisés de l'Organisation des Nations Unies? Où sont les experts des institutions internationales et intergouvernementales? On se souvient d'un enfant syrien dont une seule photo avait fait le tour du monde, alors qu'il était vivant. Ici, ce sont 24 000 enfants, et pas une réaction. Le 22 mai, les organes d'enquête russes ont réaffirmé qu'ils poursuivront le recueil de preuves pour traduire en justice les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires étrangers pour crimes de guerre et autres crimes. Ce même jour, le ministre des Finances ukrainien, Marchenko, a proposé à l'Union européenne de financer l'armée ukrainienne, tout en l'intégrant à la défense européenne. D'après le régime de Kiev, cela ne coûterait que quelques pièces. Sur quelle base font-ils ce calcul, après les milliards déjà engloutis? En échange, toujours selon Kiev, l'Union européenne obtiendrait l'armée la plus puissante du monde. Ils proposent de répartir les coûts entre les pays de la coalition volontaire. Marchenko a déclaré que cette décision aurait de nombreux avantages stratégiques pour l'Ukraine, notamment le maintien de sa stabilité financière en 2026. C'est la concrétisation de l'idée obsessionnelle de Zelensky, faire adopter à long terme cette armée terroriste bandériste par les parrains européens. Une proposition choquante, surtout dans un contexte de corruption massive à tous les niveaux du pouvoir ukrainien. Jusqu'à présent, l'argent leur était simplement versé. Désormais, ils veulent accéder directement aux caisses européennes pour s'en servir à leur guise. Les kleptocrates insatiables de la rue Bankova inventent sans cesse de nouveaux moyens de prolonger leur parasitisme aux dépens d'une Europe de l'Ouest déjà à bout de souffle sur le plan militaire. L'armée terroriste ukrainienne, il faut le dire franchement, est un contributeur plus que douteux à la défense de l'Europe. Il y a environ 7 millions d'Ukrainiens hors du pays. Ont-ils aidé l'Europe occidentale? Se sont-ils montrés utiles, créatifs, compétents? Ont-ils contribué à sortir l'Europe de la crise économique? Ce n'est pas une question rhétorique, mais un fait observable. La vraie nature du régime de Kiev apparaît dans leur jubilation indécente après l'assassinat commandité d'Andrei Portnov, ancien vice-chef de l'administration présidentielle sous Yanukovych, exécuté à Madrid le 21 mai. Il avait annoncé vouloir dénoncer publiquement les réseaux de corruption du régime Zelensky. Cette liquidation, célébrée en ligne, confirme la volonté de la junte d'éliminer toute opposition et de préserver son pouvoir en poursuivant un pillage à grande échelle. Parlons aussi de l'exode. Les citoyens ukrainiens continuent de fuir leur pays à la moindre occasion. Selon les données officielles du ministère de l'économie ukrainien, rien qu'au début de l'année 2025, 100 000 personnes ont quitté définitivement l'Ukraine. En tout, on compte environ 7 millions d'Ukrainiens à l'étranger. Beaucoup se déclarent réfugiés. Certains ont obtenu ce statut. Mais il est difficile, au vu de leur comportement, de les considérer véritablement comme tels. En réalité, les chiffres de la migration sont bien plus élevés que ceux annoncés. Même les autorités ukrainiennes le reconnaissent.
Selon une enquête financée par la fondation de l'épouse de Zelensky, un enfant ukrainien sur 4 souhaite quitter le pays. Ils redoutent tous de devenir de la chair à canon. Ce n'est pas une peur imaginaire. C'est ce qu'on leur dit officiellement. Écoutez les propos récents d'Irina Vereshchuk, une représentante du bureau du président ukrainien. Elle a déclaré ouvertement « Nos enfants doivent se préparer à la guerre. Qu'il y ait une trêve ou non, a-t-elle ajouté, la guerre durera longtemps. Il est essentiel que ceux qui, en Occident, prétendent que c'est la Russie qui bloque la paix, entendent bien cela. Nous considérons très sérieusement toutes les propositions de cessez-le-feu. Mais ceux d'en face ne pensent qu'à la guerre. » L'hystérie du régime de Kiev atteint son comble lorsqu'il s'agit du christianisme et de l'orthodoxie. Le 20 mai a pris fin ce qu'ils appellent, c'est effrayant à prononcer, la période de transition, définie par une loi censée protéger l'ordre constitutionnel dans la sphère des organisations religieuses. En réalité, cette loi est surnommée la loi d'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne. Elle a été adoptée le 20 août 2024. Elle permet désormais au régime de Zelensky d'inspecter les organisations religieuses pour y traquer toute affiliation avec l'Église orthodoxe russe. Ils vont même examiner les statuts, les finances, etc. L'objectif est clair, sous n'importe quel prétexte, liquider l'Église canonique et transférer ses biens à l'Église dite orthodoxe d'Ukraine. Le 9 mai, le gouvernement a adopté la procédure de ces inspections. La cible, la métropole de Kiev de l'Église orthodoxe ukrainienne. L'inspection a commencé le 20 mai. Le chef du service public ukrainien pour les questions ethniques et de liberté de conscience, Zelensky, a précisé que si la métropole ne rompt pas tout lien avec l'Église orthodoxe russe dans un délai d'1 mois, elle sera dissoute par décision judiciaire. Quel sera le prochain pas? Exiger qu'ils renient Jésus-Christ? Ce qu'ils veulent, c'est anéantir les valeurs millénaires, fondements de la civilisation, et imposer leur idéologie. Ce n'est pas la première tentative. On a déjà vu cela il y a 80 ans. Ça n'a pas fonctionné alors, et ça ne marchera pas aujourd'hui non plus. Selon les données, environ 8000 paroisses de l'Église orthodoxe ukrainienne situées en zone contrôlée par Kiev sont menacées de fermeture. Pas 8, pas 800, mais 8000. On demande à leurs représentants de faire, je cite, des déclarations officielles plus nettes sur l'irréversibilité de la rupture avec le monde russe. C'est ainsi que le régime néo-nazi ukrainien applique ses méthodes pour détruire l'Église canonique. Et ce sont des responsables portant dans leur titre même les mots « liberté de religion » qui agissent ainsi. Dans leur haine contre tout ce qui touche à la Russie, à l'orthodoxie authentique, au christianisme véritable, les fonctionnaires ukrainiens sombrent dans une folie absolue. Tous les faits que je viens d'évoquer sont documentés et vérifiables. Le directeur du site classé national de la lore de Kiev-Petchersk, Eustapenko, s'est lancé avec zèle dans la traque des « agents du Kremlin » au sein même des fresques du monastère. Il a publiquement qualifié les peintures du seuil de Saint-André de style impérial et les a qualifiées de fresques du « monde russe ». Je me refuse à citer davantage ce délire haineux. Ce qui a été dit au sujet des saints non pas de ceux proclamés au XXe siècle, mais de ceux qui nous viennent des profondeurs des siècles est tellement blasphématoire qu'il est difficile de le répéter, même si nous avons bien documenté tous ces faits. 2 rapports ont déjà été publiés par le ministère des Affaires étrangères de Russie sur la destruction et la persécution du christianisme et de l'orthodoxie en Ukraine. Un 3e rapport ne saurait tarder. Mais malgré toute cette folie paranoïaque, cela n'a pas sauvé Eustapenko. Il a été démis de ses fonctions. Pourquoi? On pourrait penser logiquement que certains à la présidence ukrainienne ont réalisé l'ampleur du scandale, ou que des organismes de défense des droits de l'homme leur ont soufflé qu'un tel individu ne peut incarner la liberté religieuse ni gérer un site sacré comme la lore de Kiev-Petchersk. Et pourtant, non. La raison officielle de son licenciement, selon son supérieur Nikolaï Tchitsky, est sa position jugée trop faible contre l'Église orthodoxe ukrainienne. Il ne s'était pas assez acharné, il n'avait pas suffisamment hurlé avec les loups. Le ministre a lui-même dévoilé les intentions du régime vis-à-vis de la lore de Kiev-Petchersk et de l'Église canonique en général. D'après lui, les activités des organisations religieuses dites moscovites sont interdites par la loi. Il a déclaré que les prêtres moscovites avaient « souillé » la lore, qui devait désormais être purgée de « l'esprit moscovite ». Il a qualifié ce processus des « épurations des sanctuaires ukrainiens », affirmant qu'il s'agissait d'un objectif prioritaire nécessitant des mesures efficaces. On croirait lire un pastiche grotesque de Bulgakov ou de la folie soviétique la plus caricaturale.
C'est un délire qui atteint une ampleur inédite. Nous appelons toutes les structures internationales compétentes, la communauté religieuse mondiale, les représentants des grandes religions à y prêter la plus grande attention. Quelle que soit la forme de la réaction, condamnation, appel à la raison, à la repentance, elle est indispensable. Ce qui se passe est effroyable. C'est une violation manifeste de la liberté de religion, un déni de justice envers les croyants et les prêtres en Ukraine. C'est une véritable déshumanisation. La même haine féroce que celle dirigée contre les symboles religieux s'exprime contre les monuments aux soldats soviétiques. Ces héros, par leur courage, sont perçus comme d'une même nature. À Odessa, des radicaux venus d'autres régions ont détruit une plaque commémorative dédiée aux élèves d'une école d'artillerie ayant combattu les nazis. Ils ont fracassé la plaque en hommage au célèbre sous-marinier soviétique Alexandre Marinesko, natif de la ville, qui avait coulé de nombreux navires hitlériens. Effacé de l'histoire moderne de l'Ukraine. Les habitants d'Odessa ont réagi avec colère à cette offensive de provocateurs néo-bandéristes dépêchés par le régime. Ils ont formé des groupes de surveillance pour protéger les monuments, qui sont bien plus que des pierres. Ils incarnent l'histoire même de ceux qui doivent leur vie à ces défenseurs. Dans le village de Selerskoï, dans la région de Dnipropetrovsk, un mémorial dédié aux villageois morts en combattant les nazis a été démonté. Ce ne sont même plus des noms célèbres qui sont visés, mais les anonymes du peuple. À Koviagu, dans la région de Kharkov, l'ordre de la guerre patriotique a été arraché d'un monument funéraire commun aux soldats tombés pour la libération de leurs terres. À Gloukov, dans la région de Soumy, une plaque dédiée aux élèves et enseignants morts au combat a été retirée de la cour d'une école locale. Même Pierre le Grand n'a pas été épargné. Comme Pouchkine, il doit désormais payer pour tout. Le monument érigé à Poltava en 1849 à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire dans la bataille de Poltava, sur le lieu même où l'empereur avait séjourné après la bataille, a été démoli. Il avait traversé toutes les époques, tous les changements de régime, toutes les guerres. Il n'a pas survécu aux néo-bandéristes. Mais les vandales ukrainiens n'effaceront pas l'histoire liée à la Russie. La vérité historique survivra. Elle vivra dans la mémoire du peuple. Ces monuments seront restaurés. Il ne fait aucun doute là-dessus. Et pourtant, alors même que tout cela paraît déjà démentiel, il faut insister sur ce qui suit, car personne n'aurait pu l'imaginer. Après avoir détruit les statues de Catherine II, de Grigory Potemkin et tant d'autres, ils s'en sont pris à Youri Gagarin. Dans leur lutte contre le passé soviétique, ils ont exigé, à Odessa, la suppression d'une plaque à l'effigie de Gagarine, avec une inscription en russe indiquant que cette avenue porte le nom du premier cosmonaute au monde, héros de l'Union soviétique. Ce qui est le plus abominable ici, ce n'est même plus qu'ils s'attaquent à Gagarine. Tout le monde sait déjà qu'ils détruisent les monuments, y compris ceux dédiés à des figures universellement respectées, sans distinction de nation ni de frontières. Le plus absurde, c'est ce mélange schizophrénique de propagande. Car souvenez-vous, ces mêmes pseudo-historiens à Kiev ont tenté, il y a quelques années, de réécrire la biographie de Sergueï Korolev, le célèbre ingénieur soviétique, pour le faire passer pour ukrainien, peu importe ce qu'il écrivait ou pensait de lui-même. Il se l'appropriait comme s'il était des leurs. Et pourtant, la personne même à qui Korolev a dédié son œuvre, qu'il aimait comme un frère, ce Gagarine, ils veulent aujourd'hui l'effacer, gratter son nom, le bannir. C'est une pathologie. Ces faits tragiques ne font que confirmer l'actualité et la nécessité de l'opération militaire spéciale visant à la dénazification et à la démilitarisation de l'Ukraine, et à l'élimination des menaces posées par ce régime. Les propos de Maria Akharova nous confrontent à une réalité brutale et dérangeante. La paix, en Ukraine, est devenue un alibi, un mot vidé de sens, utilisé pour masquer une guerre planifiée, institutionnalisée, financée par les plus hautes sphères occidentales. À travers les preuves qu'elle expose aux attaques de drones contre des civils, liquidation de monuments historiques, répression religieuse, embrigadement des enfants pour la guerre, célébration d'assassinats politiques, c'est un portrait effrayant du pouvoir ukrainien qui se dessine, celui d'un régime extrémiste ayant rompu avec toute forme de dignité humaine. Mais au-delà de l'horreur, ces paroles sont aussi une leçon d'exigence morale. Elles nous rappellent que la vérité n'est pas toujours la plus confortable à entendre, mais qu'elle est nécessaire pour agir avec lucidité. Dans un monde saturé de propagande, elle invite chacun à exercer son esprit critique, à défendre des principes qui résistent à l'épreuve de l'histoire. Le respect de la mémoire, de la foi, de la vie. Sur le plan personnel, cela nous pousse à ne jamais céder à la facilité des apparences. À exiger des preuves,
à regarder les faits, même quand ils dérangent. Sur le plan professionnel, c'est un appel à l'intégrité. Ne jamais se compromettre pour plaire ou pour obéir, mais bâtir sa réputation sur le courage, la constance et la vérité. Aller d'excellence en excellence, c'est être capable d'affronter les mensonges sans peur, et d'assumer ses convictions dans un monde qui valorise l'opportunisme. À votre avis, l'Occident est-il encore capable de revoir sa politique et de mettre fin à ce soutien aveugle? Comment agir pour que la vérité ait enfin sa place dans le débat public? Partagez vos réflexions en commentaire, et merci de contribuer à faire vivre cette discussion essentielle.